poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau, comme tous les 15 jours, le jeudi à 12h30, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. État des lieux avec vous également de cette situation de marché, de ce rallye qui bouscule, qui fait mal, il faut le dire, parce que tout le monde n'est pas suffisamment investi, en tout cas jusqu'à présent, pour profiter à plein de cette hausse de 20-25% qu'on a désormais sur les actions européennes depuis le mois d'octobre, il faut le dire. Oui, et quand bien même quand on est investi, on n'est pas forcément sur les titres qui, eux, tirent la cote, tout comme l'année dernière. On n'était pas forcément sur Thales, on n'était pas forcément sur ces titres qui ont surperformé, ont fait croire à un moment aux investisseurs qu'on ne perdait que 8% l'année dernière. De la même façon, cette année... les 10% engrangés, qui auraient eu des valeurs immobilières en début d'année dont on disait que pique-pan, personne, et ce sont des titres qui reprennent 30%. Donc c'est un sujet un petit peu compliqué. Alors quand j'ai écouté votre échange avec Alexandre, en fait, tout est beau, quoi. Tout est sur le papier, ouais. Tout est... c'est le meilleur des mondes. Mais c'est le meilleur des mondes. Je ne vais pas répéter, et je le ferai beaucoup moins bien, mais Alexandre dit oui, on va se caler sur la hausse des taux américains, 5,20, 5,25, et alors les marchés réagiront, mais dans combien de temps? D'ici là, les marchés cotent à chaque instant. Les perspectives restent bonnes, ce sont des perspectives. On a échangé sur le sujet tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi les publications à la fin du mois de mars seraient mauvaises. Et si c'est le cas, ça fera un an qu'on court après des attentes de révision en baisse des résultats. Et si ce n'est pas ce trimestre, c'est sûr que ce sera le prochain. Ce sera encore le prochain. Mais ça fait 4 fois maintenant qu'on dit la même chose. Et cette fois-ci encore, quand on voit, on a un indicateur un petit peu avancé, puisque les publications sont bien plus en avance aux États-Unis qu'en Europe. Et on voit que sur les sociétés qui ont publié sur le SP500, 70% de celles qui ont publié battent une nouvelle fois les prévisions des analystes. Donc, on crée à nouveau de la revalorisation, ce qui est peut-être un peu le pendant de révision un peu trop drastique qui avait été fait par les analystes à la fin de l'année dernière, où on imaginait une récession, on imaginait le pire. Le pire ne semble pas certain en tout cas. On l'a suffisamment répété ici. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés... réfléchissent, parce qu'une hausse pour le CAC de 10-11% depuis le début de l'année, c'est à la fois satisfaisant, mais ça pose problème. C'est un véritable sujet. On ne fera pas 120% sur l'année ou 100%. Et par conséquent, on sait comment agissent les automates, les algorithmes, et qu'à un moment, derrière ce tableau tout à fait vertueux, on aura des corrections. Il va y avoir des ajustements, il va y avoir des arbitrages. Ma tentation aujourd'hui, c'est de dire que par rapport à ce que vous dites, ce qui est assez partagé par les stratégistes et les analystes et les économistes, on a envie quand même de se protéger un petit peu. Et vous c'est ce que je disais avec Alexandre. Soft landing, que ce soit un risque positif à prendre en compte, c'est une chose. Après, que le marché se price pour l'idée du no landing, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas d'atterrissage, de la désinflation sans atterrissage économique, là, effectivement, ça devient peut-être un peu plus ambitieux ou agressif et difficile à acheter. Et oui, un peu trop beau pour être vrai. Un peu trop magnifique, un peu trop pour être vrai. Et c'est déjà donc ce moment-là auquel on réfléchit, là. Exactement. Et alors là, vous avez pas des Cassandres, mais vous avez certains bureaux comme Morgan Stanley ou JP Morgan qui tirent un petit peu le signal d'alarme, qui disent est-ce qu'on va pas un peu trop vite? Est-ce que avoir une prime de 20% sur les valeurs cycliques par rapport aux valeurs défensives, est-ce que c'est justifié? À cela, JP Morgan vous répond oui, à chaque fois que ça s'est produit en 2016, en 2020, ça se reproduit maintenant, mais à chaque fois, c'était suivi d'une dégringolade des marchés et d'une correction. Alors, dans ce qu'on se dit là autour de cette table, eh bien évidemment, on n'a pas forcément, je l'ai dit pourtant
plusieurs fois à des moments, pas forcément judicieux, mais que je prenais des bénéfices parce que je trouvais que les marchés avaient monté et autres. Là, comme on avait pris des bénéfices, j'ai pas envie de m'alléger, prendre des bénéfices, oui, mais j'ai pas envie d'aller de réduire l'exposition, réduire mon exposition aux actions. Et peut-être que la petite sirène que sont en train de distiller les deux dont je viens de parler, Morgan Stanley et JP Morgan, va peut-être faire que on va commencer à se dire peut-être que des cycliques qui ont bien progressé, qui feront l'objet de prise de bénéfices à un moment d'un retournement de tendance dans un panorama qui reste très vertueux, eh bien, il faut peut-être commencer à se réintéresser à des valeurs plus défensives. Alors, qui peut prendre le relais, justement écoutez, si c'est le schéma idéal, évidemment, qu'on espère voir. Historiquement, on voit toujours la santé qui se réveille dans ces cas-là. Si vous regardez un titre comme Sanofi qui n'a rien fait, on est à 89 € autour, on va aller 81 € il y a quelques jours, mais enfin on avait vraiment fait une petite rupture. Mais les objectifs de cours sur Sanofi restent au-delà de 100 €. Donc la prendre à 89 pour revenir sur les plus hauts récents à 98, 96, pourquoi pas. On a un autre secteur qui est en train de publier, sur lequel on a eu raison, enfin on a raison maintenant, mais on avait pris des positions beaucoup trop tôt, c'était les financières, les banques, les bancaires, et là aussi on voit à la faveur des publications, si on met de côté l'exceptionnel pour Société Générale hier, avec passer des provisions sur la Russie, sur les investissements en Russie, et Crédit Agricole qui a sorti des résultats globaux en baisse, mais qui a sorti un T4 incroyable. Et par conséquent, aujourd'hui, quand vous voyez de la Crédit Agricole qui vaut autour de 11 €, un peu plus de 11 €, mais il y a un an, on était avant la guerre en Ukraine, le titre valait 14 €. Donc on a encore un potentiel d'appréciation pour revenir sur les niveaux d'il y a un an. Époque à laquelle les taux étaient négatifs, on n'avait pas encore eu de mouvement sur les taux. Aujourd'hui, les banques regagnent de l'argent, les taux remontent, et que finalement, on avait un peu pricé des défauts, des risques pour les banques qui devaient peut-être provisionner sur des quantités de défauts absolument extravagants. On ne les a pas eus. Aujourd'hui, on a des taux qui sont en hausse. On voit que les banques republient d'excellents résultats. Ça avait été le cas de BNP, ou ça va être le cas de BNP, mais en tout cas, les anticipations de cours sur BNP sont de 74 €, ça en vaut 64. Sur Crédit Agricole, revenir sur les 14, ça en vaut 11. On a des arbitrages à effectuer sur des prises de bénéfices de quelques valeurs qui ont très très fortement reprogressé, qu'on avait pu moyenner aussi à un certain moment, et puis garder notre allocation et notre pondération, mais en revenant sur des valeurs peut-être un peu plus défensives dans les portefeuilles. On verra, mais c'est vrai que c'est le schéma qu'on aimerait bien voir, c'est-à-dire qu'une rotation qui permettrait au marché de respirer sans corriger trop profondément, en fait. C'est un peu l'idée. Non, je pense qu'il a trop de raisons de corriger très violemment, mais effectivement aujourd'hui on a certaines valeurs qui se payent un petit peu cher. Alexandre, je disais lui-même, il y a déjà des stocks qui sont à plus 30, plus 40 depuis le début de l'année, par rapport à des valeurs qui font du plus 10, plus 15, quoi, comme le marché, on va dire, ce qui est déjà bien. Il y a déjà des écarts importants. Et pour moi, le baromètre le plus important, plutôt que de regarder depuis le début de l'année, parce que les boîtes ferment c'est sur un an, c'est sur 52 semaines. Bien sûr. Et là, on voit qu'on a des écarts absolument prodigieux, avec des valeurs vraiment en baisse significative sur 52 semaines. Et c'est plus ces valeurs-là qui m'intéressent, fonction de des rotations, des marchés, des perspectives. Et c'est plus vers ces titres-là qu'on porte notre attention. À propos d'écart, c'était un point qu'on soulevait aussi avec Alexandre juste avant, cet écart entre le marché américain et le marché européen. Personne n'est à l'aise avec le marché américain, j'ai l'impression. Enfin, tous les stratégistes nous disent que, attention, c'est quand même cher, c'est pas cher que ça. Le Nasdaq a déjà repris plus de 15%, je crois, depuis le début de l'année. Et en même temps,
C'est compliqué de se priver du marché américain quand on est investisseur action, même en Europe, j'imagine, Franklin. Oui, c'est pas possible. C'est-à-dire que, effectivement, Alexandre dit, moi, le Nasdaq qui se paye 30 fois, ça m'intéresse plus. Je regarde un petit peu ailleurs. Mais oui, mais Apple, c'est quand même un titre qui a bien corrigé, qu'on a envie de rentrer. C'est pas parce qu'ils ont vendu moins de téléphones que le titre avait déjà baissé avant. C'est pas parce qu'ils vendaient moins de téléphones. C'est parce qu'il a été pris dans la vague et autres, mais il y a de la trésorerie. Aujourd'hui, la trésorerie, ça se rémunère. Et gros payeur de dividendes, Apple, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Hein. Microsoft plus aussi. Plus de 50% des revenus d'Apple aujourd'hui sont de la récurrence sur des abonnements. La musique, c'est celui qui est le plus connu, mais il y en a tellement d'autres. Donc, non, on ne peut pas se priver et on ne peut pas s'empêcher de revenir sur des valeurs. Donc, comme ça, on va sur... Vous avez cette nouvelle thématique aussi. Vous avez eu les chats GPT. Oui, l'intelligence artificielle. Vous avez Microsoft qui a dégainé. Et puis maintenant, c'est Baidu qui dégaine. Hier, Baidu qui a pris 20% en préouverture, qui a fini en hausse de 12 ou 15%. Après, on voit Alphabet Google. S'il y a un petit bug dans Bard, en l'occurrence, c'est chez Alphabet Google, ça s'appelle Bard. Dès qu'il y a une petite fragilité ou une petite faiblesse du robot conversationnel, boum, le stock se corrige tout de suite. Hein, donc alors, ça marche dans les deux sens. Hein. Alors on ne va pas y aller. On a vu ce que ça donnait avec le métavers. Mais c'est intéressant. On sent que le marché a de l'appétence pour de nouvelles idées, quoi. Oui, c'est ce que je pensais. C'est-à-dire, on a eu cette appétence pour le métavers. Et pour le moment, ça patine un peu. Et puis voilà, on a une nouvelle thématique. Et comme vous le dites, les marchés ont très envie de cette dynamique et de ces idées nouvelles. Donc oui, mais là aussi, nous, on commettait une erreur. Je me souviens qu'il y a quelques mois, on disait... on privilégiera toujours le marché américain, qui reste le marché dominateur et qui sera le premier à partir. Et on négligeait les valeurs européennes. On a revu notre position et effectivement, maintenant, on est très équilibré. On voit des valeurs industrielles, hein. L'Europe, c'est aussi encore de l'industrie. Legrand aujourd'hui, Siemens en Allemagne. Hein. Vinci, l'ensemble des publications, c'est un festival aujourd'hui. Merci beaucoup Franklin, merci d'être avec nous toutes les 2 semaines pour nous éclairer sur la situation des marchés. On partage ensemble notre analyse. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h ce soir en direct.